temps du roi Tarquin, de jeunes phocéens venus d'Asie abordèrent à l'embouchure du Tibre et se lièrent d'amitié avec les Romains. Ensuite, ils partirent sur leur navire vers les côtes situées aux confins de la Gaule et fondèrent Massalia au milieu des Ligures et des peuples sauvages de la Gaule. Justin. Massilia fut fondée près de l'embouchure du Rhône dans un golfe retiré comme dans un recoin de la mer. Justin. La Grèce en offrant ses marbres Marseille, en les présentant à l'entrée de son port historique, rappelant l'union de Gyptis et Protis qui a donné naissance à notre ville. Le Vieux-Port ici, je vous ai mis votre école pour vous situer à peu près. Et les petits traits verts, ce sont les différentes enceintes, les différents remparts de la ville. Donc au tout départ, quand les Grecs sont arrivés au début du VIe siècle avant notre ère, ils sont installés vraiment à l'extrémité, ici, à l'extrémité ouest du Vieux-Port, au niveau du Fort Saint-Jean, que vous devez connaître, j'imagine. Et puis petit à petit, la ville s'est développée en allant plus en direction de l'Est et du Nord. La ville antique, à la période grecque, l'extension maximale, on la situe à peu près ici. Ça passe au niveau du Jardin des Vestiges, sur les fouilles de la Bourse que vous êtes allés visiter. Et puis, à la période moderne, la ville s'agrandit encore. Et l'école Corsec était jusqu'à présent dans la campagne. Et à partir du XVIIe siècle, elle se retrouve en ville. Voilà des vestiges qu'on trouve aussi assez régulièrement. Une carrière de calcaire qui a été découverte à côté de Saint-Victor, sur la rive sud du Vieux-Port, vers la rue Sainte. Et voilà, c'est un endroit où, entre le VIe siècle avant notre ère et la période romaine, on a extrait des pierres. Donc certaines ont servi à bâtir des constructions. D'autres, pour l'essentiel d'ailleurs, c'était une autre utilité, c'était pour fabriquer des sarcophages, encore une fois, pour ensevelir les morts. Donc ça, c'est une vue aérienne. Vous voyez, c'est assez spectaculaire. Le site de la Corderie est l'unique carrière grecque de l'époque archaïque en France. Cette pierre a la propriété d'être légère et de pouvoir se travailler facilement avec les outils de l'époque. Son débit, en bancs sub-horizontaux, bien réguliers, a facilité son découpage par les carriers. Je crois que vous avez pas mal étudié la fondation de la ville de Marseille, donc vous connaissez bien son histoire. Elle a été fondée par qui, cette ville? Ouais, et Protis, il venait d'où? Ouais, donc ça veut dire qu'il venait de... Et Phocée, est-ce que vous sauriez aujourd'hui, si je vous montre une carte de la Méditerranée, la situer? Où est-ce que c'est? Oui, et le pays actuel maintenant? Ouais, je t'écoute. Elle est en Turquie, ouais, à côté de la ville d'Izmir. Ce mythe, parce que c'est une légende, il a une forte part de vérité. C'est-à-dire que quand on fouille à Marseille, on se rend compte qu'effectivement, il y a 2600 ans, il y a des Grecs qui sont arrivés ici et qui ont commencé à bâtir une ville. Et avant l'arrivée des Grecs, il y a des petites peuplades qui vivent un peu autour de Marseille. Là, dès que les Phocéens arrivent, on parle d'une véritable ville. Et dans cette ville, il va s'agir notamment de construire des bateaux, puisque c'est une ville portuaire, comme aujourd'hui. Après, ces petits bateaux, ils pouvaient être polyfonctionnels, c'est-à-dire qu'ils pouvaient aussi transporter un peu de marchandises, mais disons, dans des côtes proches de la ville. Ils ne s'éloignaient pas énormément, parce que c'est un petit bateau. Donc, c'était des bateaux qui étaient utilisés pour la pêche, pour des petits commerces, des petits transports, commerce ou quand même transport de petits marchandises. Donc, on ne peut pas exclure qui portaient aussi des amphores, mais vraiment, ou de la céramique, ou d'autres aliments. On transportait aussi des aliments par mer, mais toujours en restant à proximité de la ville. Sur la Canebière, à l'angle de l'ancienne rue Noailles et de la rue des Feuillants, nous avons filmé avec Ciné Mémoire un décor de céramique réalisé à la fin du XIXe siècle par une fabrique de Choisy-le-Roi qui raconte la fondation de Marseille avec les noces de Gyptis et Protis. Mais une semaine plus tard,
nous avons découvert que tout avait disparu suite à des travaux. Nos images sont devenues des archives. Donc là, vous allez chercher, je vous laisse 1 minute tout seul. Quels sont les mots-clés que vous avez choisis, que vous avez trouvés? Allégorie. On a dit qu'on cherchait où? On ne cherche pas dans Google en général. On a dit qu'on allait chercher sur le site de Ciné-Mémoire. Donc le premier travail, c'est d'arriver sur le site de Ciné-Mémoire. Donc vous faites la même démarche, Safari, la fenêtre de recherche, vous tapez Ciné-Mémoire. Une fois dans le site de Ciné-Mémoire, on va fouiller dans leur fond. Et c'est là qu'il y a une petite loupe et qu'on va marquer les mots-clés. Marseille colonie grecque, normalement, se trouve à cet emplacement. D'accord? Elle est contre le pilier qui fait... Alors, c'est à la fois un pilier et en même temps, c'est une lampe. Vous voyez en haut, il y a un éclairage. Donc, vous voyez que c'est une dame qui est assise sur un trône. Elle tient quelque chose dans la main, un gouvernail. C'est quoi un gouvernail? Et puis vous avez des enfants au pied de la statue assise qui apportent des fleurs, des fruits. Et ici, il y avait aussi le blason de la ville de Marseille. On représente sous la forme humaine une idée. Donc ici, la figure de Marseille, donc ça sera une dame assise sur un trône, et elle est accompagnée d'attributs. Les attributs, ce sont des éléments qui vont compléter l'allégorie. Donc ici, on avait 2 enfants, on avait également des proues de bateaux qui sont sur les flots et des dauphins. Ici, c'est un plateau de 3 hectares qui est limité au nord par la chaîne de l'Étoile, au sud par la chaîne de Saint-Cyr et qui est à 7 km en vol d'oiseau face à Marseille, à Massalia à l'époque. À partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, une communauté, les Ségobriges, s'installe ici et vont y rester 5 siècles. C'est radical. Bon, alors on a trouvé ici une multitude de poteries. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un petit bol à la façon gauloise, c'est-à-dire on va fabriquer ce petit objet à base de colombin. Et là, je vais le malaxer plutôt en forme de petit boudin. Donc je vais faire rouler au centre. Ensuite, je roule avec les 2 mains, un coup au centre, un coup les 2 mains, jusqu'à obtenir donc ce fameux boudin qu'on appelle le colombin. On est en train de fabriquer un petit bol au colombin pour une raison, c'est qu'on visite le site gaulois et c'est les Gaulois qui travaillaient de cette manière. Eux, les Grecs qui ont bâti la cité de Marseille, ils travaillaient plutôt avec le tour et ils ont amené ce savoir-faire du tour, mais jusqu'à temps qu'ils se côtoient, les Gaulois continuaient sans arrêt à travailler au colombin en fabriquant leurs objets de cette manière. Vous voyez qu'on a installé ces fils, ce qu'on appelle scientifiquement un carroyage. C'est pour délimiter des espaces dans lesquels on va fouiller pour aider au relevé, au dessin. Et avec ces fils, vous pouvez mesurer la distance. Ils sont positionnés tous les mètres. Ça vous aidera à positionner l'emplacement précis de chaque objet ou éventuellement de portions de mur. Si vous trouvez un jour un objet archéologique, il ne faut jamais le déplacer, le ramasser. Parce que sa position par rapport aux autres objets va raconter toute une histoire. Quel type d'objet on pourrait retrouver? Dans quoi on mangeait? Des bols. Oui, des bols, des vases, des assiettes. Des morceaux de poterie. Tout à fait, parce qu'en effet, les objets ne vont pas être retrouvés comme dans le musée.
Dans le musée, soit ils étaient entiers, c'était exceptionnel, soit ils ont été recollés. Des perles, des bijoux, des monnaies. Ça, c'est une céramique qui a été fabriquée sur le site. C'est une céramique gauloise qui a été utilisée par la population gauloise. On a installé un niveau. Un niveau, c'est fait pour prendre la mesure des structures ou des objets que vous avez trouvés sur votre sondage. Je prends les mesures de la hauteur. Oui. Désolé. 7 cm, 7, 8, 9. Vous connaissez la légende de Protis et Gyptis? Non. Eh ben, en fait, t'avais un roi, il s'appelle Nano. C'était le jour du mariage de sa fille. Et ce jour-là, il y avait 2 phocéens, dont un qui s'appelait Protis. Ils sont venus ce jour-là dans la ville du roi. Et du coup, le roi les a invités au mariage de sa fille. Du coup, au dîner, ce qui est très bien, c'est que Gyptis, elle a pu choisir son mari. Elle devait donner une coupe d'eau à son futur mari. Et elle l'a donnée à Protis. Le roi, il avait promis au mari et à sa fille qu'il donnerait une ville. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont fondé Marseille. Qu'est-ce que c'est que le drasme? Est-ce que vous avez retenu drasme? Ce sont des lettres? Oui. Direction de recherche archéologique, sous-aquatique et sous-marine. Voilà. Alors c'est presque ça, c'est pas direction, c'est département. C'est un service de recherche en archéologie sous-marine et on est rattaché au ministère de la Culture. Les sédiments, avec l'oxygène qui est dans l'eau, puisque dans l'eau il y a de l'oxygène, eh bien les sédiments vont se déposer, vous voyez, sur les céramiques et cela fait des concrétions. La vaisselle en céramique, mais c'est pareil pour le verre, qui séjourne pendant plusieurs siècles au fond de la mer, eh bien elle s'imprègne d'eau de mer. Et l'eau de mer, vous le savez, est salée. Quand on les sort de l'eau, les céramiques vont sécher. L'eau va s'en aller de la céramique, mais pas le sel. Le sel va rester dans toutes les petites fissures et en séchant, va faire se briser les objets. Pour éviter cela, chaque fois qu'on sort des céramiques du fond de la mer, eh bien, on va les dessaler. Et ici, on est ici. Ici, c'est le jardin des vestiges, c'est le musée d'histoire. Je voulais qu'on commence notre promenade ici. Je vais vous montrer des objets que j'ai trouvés moi, personnellement, avec mes collègues. On les a sortis de terre et je vais vous dire pourquoi ils sont importants. Et on va aller voir où est-ce qu'on les a trouvés. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est quelques objets qui prouvent véritablement que ce n'est pas une légende, qu'il y a bien eu des marins grecs qui ont été accueillis par des Gaulois ici à Marseille. Et ici, il y a des petits objets, des petits personnages. Regardez, tout ça, c'est très ancien. C'est d'époque grecque. Il y a des têtes de personnages, des têtes de monsieur, des danseurs, des danseuses, des animaux. Regardez, des petits oiseaux, des petits béliers, des petits coqs, des petites dames assises. Et au milieu de ces quelques objets qui remontent aux premières années de la fondation de Marseille, il y a 2600 ans, il y a un objet étrange, parce qu'il est cassé. C'est le bout de poterie sur lequel il y a un lion qui est dessiné dessus. Il est tout petit, mais il date des premières années où les Grecs sont venus s'installer à Marseille, et ils sont venus s'installer au quartier du Panier. On va traverser des routes modernes, mais en dessous, sous ces routes modernes, il y a les routes grecques et romaines. Je vous en parlerai, parce que c'est comme ça qu'on parlera de l'archéologie invisible.
petit à petit, on va aller vers l'endroit où je vais vous raconter l'histoire de la Lionne. Est-ce que vous êtes déjà venu à un endroit qu'on appelle la Vieille Charité? Voilà, eh bien nous allons aller vers la Vieille Charité, qui est un monument ancien, bien sûr, vous connaissez, mais là aussi, les archéologues ont jeté un coup d'œil. Et puis en marron, tout petit, discret, là, les vestiges de l'époque grecque, c'est là où on a retrouvé ce fameux vase aussi important, le vase à la lionne, c'est le petit vase jaune sur l'image du centre. Eh bien, il faut se rappeler qu'effectivement ici, il y a eu donc des fouilles archéologiques, et amoureux de l'histoire, on a voulu laisser une trace. Et cette trace, il n'y a pas grand monde, je vous le promets, il n'y a pas grand monde qui la connaît. Vous faites partie des chanceux qui connaîtront cette trace. Elle est comme ça, cette trace. Vous reconnaissez cette forme? Qu'est-ce que c'est ça? C'est la lionne. C'est la petite lionne en métal. Et cette petite lionne en métal, on a décidé de la mettre ici pour que les gens ne l'oublient pas. Elle est là. Voilà. Et il n'y a que quelques personnes dont vous faites partie qui savent maintenant que la lionne des pistoles est ici. Ce qui nous a guidés lors de nos visites au musée et sur le site archéologique, c'était ce vase assez formidable pour nous, qui était un bout de céramique. C'est le thème de la discussion aujourd'hui. Et à partir de ce bout de céramique, on a fait les dessins, on a fait même la reconstitution du vase. Alors, ce que l'on a fait, et c'est très important parce que vous ne l'avez pas vu au musée d'histoire, il est là. Voilà, on l'a remonté ici, complètement. Ce vase qui a une petite porte, là. À quoi ça pouvait bien servir ce vase avec cette petite porte? Allez, à vous. Alors, les questions, qu'est-ce que c'est? Ça pourrait être là où avant on mettait leur fardier, leur nourriture. Non. Ah non, non. Allez, d'autres réponses? Oui. Où on peut mettre des oiseaux. Non, encore? C'est pas nicage. Là où on mettait une bougie et du coup ça allumait. Et la porte était pour faire la lumière. Alors c'est un vase qui date au 6e siècle avant Jésus-Christ et qui a été produit à Marseille. Ce type de forme, ça vient de très loin, ça vient des côtes de la Turquie. Wow. Cette forme-là, elle est venue avec les Grecs de Phocée à Marseille. C'est la représentation d'un temple miniature. Ça, c'est l'interprétation actuelle. La chambre de commerce qui est dans ce palais a été créée en 1599, mais le palais, lui, a été bâti en 1860. Il y a un certain nombre de détails qui ont été faits pour mettre cette histoire en valeur, l'histoire de Marseille. Il faut là lever les yeux et vous allez voir cette histoire de Marseille qui est racontée sur ce qu'on appelle des bas-reliefs qui sont situés donc tout en haut. Alors dans la fondation de Marseille, on connaît le mythe de... Est-ce qu'on peut retrouver des éléments de ce mythe, de cette légende? Une femme qui essaye de se décider. Ah, comment tu peux dire qu'elle cherche à se décider? Tout à fait. Elle tient le menton et du coup, quelle est la question qu'elle se pose? Elle se pose lequel je vais donner la plus d'eau. Tout à fait, bravo. Si vous voulez, il y a deux personnages qui se renvoient un peu en symétrie. D'un côté, on a Gyptis et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est comme ça. Et a priori, moi je dirais que c'est lui, notre marin grec, puisque ce sont les deux personnages qui sont debout. Moteur, ça tourne. David Delphiane, deuxième scène. Ville de Marseille, fête du 25e centenaire de la fondation de Marseille du 14 au 22 octobre 1899. Alors ça, c'est une affiche commémorative de David Delphiane où on peut voir Gyptis qui tend une coupe d'eau à Protis dans le premier plan. Dans le deuxième plan, on voit Nanos qui a l'air plutôt songeur. Et en troisième plan, nous voyons les prétendants qui ont plutôt l'air mécontents, qu'elles choisissent un Phocéen et pas plutôt un Gaulois.
les Phocéens qui pratiquaient le commerce, en Ionie fondèrent Massalia. Aristote. Chanouga, l'auteur de BD, nous a présenté Joseph Laugier, le numismate invité par la commission archéologique de la ville de Marseille à dessiner les Naïskoï trouvés sous la rue Négrel. Presque une semaine plus tard, nous lisons dans le journal Le Sémaphore de Marseille du 23 octobre 1863. Les travaux de la nouvelle rue impériale ont donné lieu à une foule de découvertes de nature à intéresser les historiens et les archéologues. Enfin, ce jour dernier, au pied d'une butte, les ouvriers ont mis à découvert une longue suite de pierres sur lesquelles se trouvent des figures assez grossièrement sculptées. La commission d'archéologie qui a été spécialement nommée pour s'occuper des découvertes qui pourraient être faites dans la rue impériale ne manquera pas certainement de nous fournir quelques détails intéressants sur ces précieuses pierres destinées sans doute à figurer dans un de nos musées. Donc, moi ce que je vous propose, c'est qu'on commence par dessiner la petite maisonnette. Ok. C'est compliqué d'apprendre. J'ai essayé de recopier une brune, mais c'est impossible. Ici, tu fais la même chose. C'est pas mal ça. On s'est entraîné à dessiner des Naïskoï avec Chanouga, un auteur de bande dessinée. Il nous a appris que le numismate Joseph Laugier les a dessinés lors de leur découverte. Pouvez-vous nous en parler ? Le Naïskoï, une dame assise, nous regarde. Comment s'appelle-t-elle? Qui est-elle? Certains semblent tenir un animal sur les genoux. De quel animal s'agit-il? Qu'est-ce que cela signifie? Y a-t-il des traces sur les sculptures qui permettent d'identifier les outils par les sculpteurs? Où travaillent-ils? Est-ce que les faussaires de Massalia les appelaient déjà Naïskoï à l'époque archaïque? C'est une appellation qu'on utilise seulement depuis 1999. Parce que le mot Naïskoï, donc déjà c'est un pluriel, parce que le mot, donc c'est un mot grec, et le mot singulier c'est Naïskos. Donc ça je crois que vous l'avez vu également, que vous le savez. Et le terme de Naïskos, en grec ancien, ça veut dire petite chapelle ou petit temple. Et donc on utilise ce mot, les archéologues, nous aujourd'hui, pour parler de ces sculptures, parce qu'ils représentent une sorte de petite chapelle dans laquelle on a une divinité. Mais à l'époque grecque, à l'époque archaïque, on ne sait pas comment les Grecs appelaient ces sculptures. Donc dans cette niche est représenté un personnage féminin. Donc la monumentalité de l'objet, donc de la sculpture, sous-entend que ce personnage a un rôle important. Donc ce personnage féminin, on a interprété le fait que c'était une divinité, en majesté, une position sacrée, qui en jette, attention, je suis présente, j'ai une certaine présence. Elle porte ce qu'on appelle le chiton. Donc le chiton, c'est en réalité une tunique, une sorte de robe. Par-dessus sa robe, sa tunique, le chiton, elle porte un grand manteau, donc un grand tissu, qu'on appelle un imation. Et cet imation, elle l'a remonté sur sa tête comme un voile, et on voit sur certains exemplaires donc, le voile bien tombé sur ses épaules. Donc c'est le costume traditionnel des Grecs et des représentations des déesses grecques, notamment à l'époque archaïque où on est. Donc cette déesse, elle n'a pas d'attribut particulier. Donc elle porte un vêtement grec, mais ça ne suffit pas pour trouver son nom. Mais parmi ces 44 exemplaires, on pourrait dire, une intruse, puisqu'il y en a une, elle a un lion posé sur ses genoux. Donc on voit ses petites griffes et sa petite crinière, donc on sait que c'est un lion. Cependant, comme c'est le seul sur les 44 qui ont été trouvés qui porte un petit lion, on ne peut pas dire que c'est un symbole particulier de la divinité. Toutes ces cités, et même Marseille, qui représentent des Naïskoï, ne représentent pas tout à fait à chaque fois de la même manière. Donc là, vous voyez ces sculptures. Donc on a l'impression qu'elles sont pareilles. On voit un édicule avec une femme assise dedans. Mais quand on regarde bien, on se rend compte qu'elles ont des tailles différentes. Elles n'ont pas forcément le même vêtement, qu'elles n'ont pas forcément le même visage. Elles ont des petites variantes. Dans l'art grec archaïque, chaque cité voulait se démarquer. Donc ça, c'est pour les Naïskoï trouvés en Grèce. Pour ceux de Marseille, on est un petit peu plus embêtés. Parce que quand on les regarde, les 44, eh bien, ils sont tous différents. On a l'impression qu'ils sont semblables, mais quand on les regarde bien, ils sont tous différents, ils ont tous des variantes. Marseille, c'est une colonie, c'est une fondation, et souvent dans les colonies, eh bien, on aspire toutes les influences des autres.
Donc moi je suis géologue et en fait j'ai étudié la nature de la pierre. Et pourquoi on étudie ces pierres? Parce que déjà on veut savoir quel type de pierre c'est. Et puis après il y a une autre question qui est plus compliquée, c'est est-ce que cette pierre, d'où vient-elle en fait? Est-ce qu'elle vient de là où on les a trouvées? Alors pour étudier ces pierres, le géologue il les regarde et on essaie de voir s'il y a des différences à l'œil nu comme ça. Mais à l'œil nu, on ne voit pas grand-chose parce que c'est une pierre qui est dite à grain fin. En fait, on ne le voit pas, ça paraît un peu comme de la craie, c'est très uniforme. Et du coup, on prend un outil de base, l'outil de la loupe de géologue, c'est ça. Donc c'est une loupe pliante qu'on met autour du cou, elle grossit 10 fois. On l'approche de la pierre et donc on va voir un peu mieux la constitution de la pierre. Et on va se rendre compte que c'est un calcaire déjà, donc c'est une pierre, il y en a plein dans la région marseillaise. Et ensuite, on va passer à une deuxième étape, on va faire des prélèvements, c'est-à-dire on va échantillonner quelques Nazcoïs et on va les amener au laboratoire. Et on va préparer ces échantillons pour pouvoir les regarder à des grossissements, pas de 10 fois, mais de 100 fois. Où là, on verra, avec les techniques habituelles du géologue, on verra la constitution de la pierre. Et on va comparer ces constitutions avec des pierres de collection qu'on a qui représentent les pierres de la région de Marseille. On voit la pierre par transparence, on voit les éléments qui composent la pierre. Et du coup, on peut les reconnaître et les identifier. Dans le calcaire, des fois, il y a des gros coquillages, des grosses huîtres, ou il peut y avoir des formes aussi, un peu des fois de végétaux. Là, il y a des graines, par exemple. Tout ce qui est rond, là, c'est des graines, en fait. Et là, il y a des petits coquilles, voilà, des petits crustacés, là. Là, il y en a un au bout. Il est là. Là, ça, c'est une coquille de genre de crevette. Une petite crevette qui existe encore, mais ça, c'est un fossile, c'est vieux, ça a des millions d'années. C'est dans la pierre. Voilà. On va prélever sur ces stèles, dans des endroits très discrets, dessous, généralement, ou derrière. Et on a des petits échantillons qui sont... Alors ça, c'est pas l'échantillon des... J'ai pas les échantillons des stèles, hein, mais ça, c'est des échantillons un peu plus gros qui viennent de carrières. C'est pour ça qu'ils sont plus gros. Beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros, parce que normalement, c'est beaucoup plus petit. Et ces échantillons, alors soit on peut les regarder à la loupe, à un petit grossissement, mais ça ne va pas grossir beaucoup, ça va maximum 40 fois. Et là, en fait, on les regarde avec un microscope particulier qu'on appelle un microscope pétrographique. Vous voyez ici, on voit du rouge là, ça ressemble à du rouge. Et puis là, je ne sais pas si vous voyez, on voit une sorte de décor comme ça, comme des dents triangulaires. Là, par contre, on est en face de restes de peinture. Les couleurs qu'on a trouvées, il y a du rouge, il y a du jaune. Eh bien, c'est à base d'ocre, hein. C'est à base d'ocre jaune, d'ocre rouge. C'est des terres en fait colorées que tu trouves. Et puis, on fait aussi de l'analyse. Et là, on fait de l'analyse chimique. On travaille avec, pareil, donc des sortes de lunettes grossissantes hein, qui vont nous permettre de voir un peu plus gros, d'accord ? On travaille avec une trousse avec des tout petits outils. Un mini scalpel, voilà, c'est tout petit. Voilà. On détermine aussi, vous voyez, vous disiez oui, il y a différents styles de sculpture. Il y en a qui sculptent plus ou moins profondément le décor, d'autres qui font plus ou moins bien les personnages. Et bien c'est pareil pour ceux qui auraient fait les décors peints. Il y en a qui vont utiliser telle technique, qui vont utiliser plutôt tel pigment, qui vont utiliser tel type de décoration. On les conserve le plus longtemps possible pour pouvoir, après, que voilà, vos enfants, vos petits-enfants puissent aussi le regarder. Et si on sait qu'il y a des restes de peinture, on va faire encore plus attention à aller garder ces petits restes de peinture pour arriver à témoigner qu'à un moment donné, ces sculptures, elles ont été peintes. C'est bon? Regarde Manuel, on fait. C'est bon? Super. Bravo. Et on peut applaudir Manuel.